Donc on nous dit, ah, ta chaudière est morte, faut la changer, donc je vais te mettre une pompe à chaleur. Bah oui, sauf que si la chaudière, elle sortait de l'eau, elle envoyait de l'eau dans le circuit de chauffage à 55 ou 60 degrés, bah faut que la pompe fasse pareil, hein, la Mhm. pompe à chaleur. Sinon, ça marche pas. Sinon, bah, C'est du sous-dimensionné. c'est du sous-dimensionné et on va pas, on va avoir froid. Mhm. Voilà, appeler un chat un chat. La pompe à chaleur a besoin, dans certaines conditions, d'avoir un chauffage direct qui vienne, bah, s'il y a un glaçon, le faire fondre, quoi. Oh, je grossis le trait, mais bon, on fait simple, hein. Bonjour Claude. Bonjour Geoffrey. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, quelque chose qui m'a toujours interpellé, au niveau des pompes à chaleur. L'engin miraculeux. L'engin miraculeux. Alors justement, l'engin miraculeux, il est miraculeux parce qu'il a cette capacité à ce que quand il prend 1 kg d'énergie, enfin 1 1 kilowatt, kW d'énergie, il en il, restitue il en 4 ou 5. restitue 2, 4, donc d'énergie électrique, il en restitue 2, 3, 4 en énergie thermique. Ah, c'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique. Donc ça, bon, on peut vous envoyer des liens pour comprendre comment ça marche, Oui, compression, oui, oui, décompression, parce que changement c'est de une phase. vérité, hein. Il n'est pas question de dire que c'est pas vrai, hein. Ouais. C'est vrai. Donc, 1 égale 4. Voilà. C'est à peu près ce qu'on trouve aujourd'hui. ouais. Ça peut être plus, ça peut être moins, Mm. hein, selon les qualités des Donc machines. ça, formidable. Donc on récupère des calories, entre guillemets, de l'énergie qui est à l'extérieur ou dans un milieu. Bon, bref. Donc tout ça fonctionne. Sauf qu'on nous dit aussi qu'avant d'installer une pompe à chaleur, il faut faire une isolation. Et là, je me dis, en bon béotien, ben, si on obtient un 4 simplement en changeant de chaudière, prenant une chaudière au fioul qu'on met de côté et qu'on installe une pompe à chaleur, on devrait avoir immédiatement ce gain de 1 à 4. Bah oui, ne plus payer que 25% du chauffage qu'on payait initialement. Voilà, ou comme l'électricité est un peu plus chère par rapport au fioul, quoique Ah, 30, 35, voilà. 35. Donc on Disons devrait, au moins divisé par deux, quoi. voilà, diviser par deux. Sauf que, C'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens croient oui, et ce que beaucoup de gens leur disent. oui, tout à fait. Vous allez diviser par 4, 3, 4. Ouais, Ça, c'est effectivement pour ceux à qui on ne dit pas, oui, mais il faudrait quand même faire de l'isolation avant. oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire de cette isolation et pourquoi effectivement on pense qu'il faut le faire? Ah, oui. Et là, j'ai un petit peu réfléchi et j'ai regardé un petit peu le fonctionnement en bon béotien, hein. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, on n'a aucune prétention, ni Donc, toi c'est pas ni pour moi, dire. à être des spécialistes de quelque Ouais. chose. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le rendement des pompes à chaleur, donc le COP, enfin, la capacité à restituer 4 quand Le on a. coefficient de performance. Voilà. Ouais. Il évolue en fonction de la température extérieure ou de la température où on va puiser ces fameuses calories. Oui. Donc, et il y a aussi un autre sujet, c'est que les déperditions d'énergie, par exemple d'un mur, dépend de la quantité d'énergie qui s'échappe, va dépendre de la différence de température entre la température de surface du mur à l'intérieur et la température de surface du mur à l'extérieur. Oui. Donc on a bien deux notions différentes, hein. Donc on a deux notions On a deux différentes. notions différentes. Il ne faut pas qu'on les mélange parce que pour le moment, ça a été simple. Pour le moment, ça a été simple. En gros, s'il fait 19 degrés à l'intérieur et 14 à l'extérieur, on va avoir un différentiel de 5 degrés et donc une déperdition d'énergétique qui est proportionnelle à ces 5 degrés. Voilà, voilà. Si on a maintenant 2 degrés ou 0 ou moins 1, on va avoir un À différentiel de l'extérieur. 20, 21, 20. Et donc la déperdition ou la rapidité de déperdition d'énergie. Ouais, on va dire le volume de perte, Hmm. pour pas donner de vitesse, de puissance, etc. On va dire le volume de perte de chaleur Et est proportionnel au différentiel de température hmm, de surface intérieure et de surface extérieure de la paroi extérieure, hmm, donc l'échangeur. voilà, tout à fait. Hein. Donc ce qui veut dire que quand on a une température douce, on va dire 12, 13 degrés, Parfait. on a une pompe à chaleur qui est au maximum de ses capacités. Alors là, ça, tu vois, déjà, on ne l'a pas expliqué, ça. Quel est le maximum de ses capacités? Parce que on vous a dit, on a un COP de 4. Bon, voilà, c'est très courant aujourd'hui, un COP de 4.
Autrefois, c'était un COP de 3. Quand on allait à 4, c'était la super machine. Aujourd'hui, les super machines, elles vont à 6, 7, 8. Hein. Elles peuvent y aller. Hein. Il y a des machines qui font ça. C'est quand même pas le même prix qu'un COP de 4. Hein. Ça, c'est comme le super moteur avec l'hypercompresseur, le machin, le truc qui, avec 1500 cm3, va nous développer 300 chevaux. Il est un petit peu plus coûteux que le moteur de ma Twingo, qui de même cylindrée va me développer 70 ou 80 chevaux. Hein. Donc voilà, il faut le dire ça. Mais qu'est-ce que le COP? Voilà, parce qu'en gros, quand même, faut savoir ce que c'est. Le COP, c'est le coefficient de performance et il se mesure conventionnellement. La convention est que c'est pour une température, notamment, le plus souvent, les pompes à chaleur, parce que là aussi, on commence à entrer dans le dur déjà, là. Parce que la pompe à chaleur, elle peut être RR, RO, OO. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La première chose dont on parle, si on dit c'est une RO, elle puise sa chaleur dans l'air, elle la restitue en chauffant de l'eau. Si c'est une OO, elle puise sa chaleur dans l'eau et elle la restitue avec un circuit d'eau. Si c'est une OR, bon, on n'en trouve pas beaucoup, non, mais bon, ça pourrait. Le système de climatisation, ça existe. Voilà. C'est assez performant. Ça. C'est assez performant. Hein. Et donc là, ça veut dire qu'on échange dans l'eau pour prendre ou rejeter de l'énergie, de la chaleur, hein, et on va corriger la température de l'air. Hein. Donc il y a bien ces deux notions-là à avoir. Le plus souvent, les pompes à chaleur que l'on voit, c'est dans l'air. C'est donc cette espèce de caisse que l'on voit, qui est contre le mur, au sol, etc., avec un gros ventilateur qui tourne dedans. Donc on voit une grille, on ne voit pas le ventilo lui-même, parce que sinon, si on y met le doigt, ça coupe, hein, ça fait mal. Donc voilà, mais ça, c'est basé sur le puisage de l'énergie que l'on va utiliser pour chauffer la maison dans l'air. Et conventionnellement, c'est pour de l'air qui va être au minimum à 7 degrés. Ça ne veut pas dire qu'en dessous de 7, ça ne marche pas. Ça veut dire que le rendement qu'on nous annonce comme étant j'achète 1 kilowatt, j'en récupère 4, c'est sur de l'air qui fait 7 degrés ou plus. Mais dès lors qu'il fait moins, on n'a plus le même rendement. Ça veut dire que la machine, si on veut qu'elle chauffe, il va falloir qu'elle tourne plus. Ça va solliciter beaucoup plus le compresseur, parce que c'est un système de compresseur. Là, on a mis les liens. Ouais, c'est comme un réfrigérateur, mais c'est un frigo, mais à l'envers. Voilà, en gros. Et donc, si on a de l'air en dessous de 7 degrés, on sollicite plus la machine. Donc, on fait tourner plus. Donc, on consomme plus d'énergie. Donc le COP n'est plus de 4, mais peut-être de 3,5, de 3, de 2,5, etc. En fonction de la chaleur à laquelle on tombe et de la qualité de la machine et du fluide frigorigène qui est utilisé, dont on en touchera 2 mots à la fin. Et donc, ça c'est extrêmement important de le connaître, parce qu'en plus, si on sollicite plus la machine et qu'on consomme plus, déjà on n'aura pas forcément le gain qu'on nous avait annoncé. Mais d'autre part, ayant sollicité plus la machine, on n'aura peut-être pas la longévité de la machine non plus. Oui, en plus. Donc, peut-être plus d'entretien. Sans oublier, là on le dit au passage, mais normalement une PAC, ça s'entretient tous les 2 ans. Ça, c'est quand même ce que dit la législation. Hein. Alors bon, si vous ne faites pas venir, effectivement, vous n'allez pas avoir un gendarme qui va venir en disant j'ai regardé, là vous n'avez pas fait la visite de contrôle, etc. C'est pas comme sur la route, quoi, où on voit sur le pare-brise, hein, là on ne voit pas. Mais sauf que la machine, si elle n'est pas entretenue, elle fonctionne peut-être plus aussi bien. Donc on a peut-être plus ce fameux rendement. Et donc, ça c'est extrêmement important. Et le COP toujours, puisqu'on a vu qu'on puise quelque part, hein, donc une PAC à R ou RO puise l'énergie qu'elle va nous restituer sous forme de chaleur, elle va la chercher dans l'air. Et donc, après, elle transfère avec quelque chose. Et ce quelque chose, notamment
si c'est de l'eau, c'est conventionnellement pour une eau qui ne va pas dépasser 35 degrés. Donc c'est minimum 7 degrés dans l'air extérieur. En dessous de ça, on a le coq qui chute. Hein, et c'est 35 degrés. Et si on va au-delà, ça ne veut pas dire une fois de plus que la machine n'est pas capable de le faire. Elle est probablement capable de le faire. Mais le rendement c'est comme la consommation conventionnelle d'une voiture. Hein. Donc on achète des voitures, on dit elle fait 2,2 litres au 100 km. Ouais, c'est pas quand elle roule à 180 à l'heure qu'elle fait ça. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Donc voilà, ça on le sait pour les voitures, il faut le savoir aussi pour ces engins-là. Et donc, si on a une maison qui fonctionne avec un circuit d'eau, par exemple, et qu'on a des radiateurs de petite dimension qui chauffent des maisons de grande dimension et parfois mal isolées, eh bien, on va probablement avoir une eau qui va circuler à 50, 55, 60 degrés. C'est assez courant. Alors, ça dépend aussi du système de chauffage qui est initial et auquel a été raccordée la pompe à chaleur, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et ça, je parle, parce que quand même, la plupart des pompes à chaleur aujourd'hui, à part les constructions neuves, mais c'est en substitution de quelque chose. Tout à fait. Donc, on nous dit, ta chaudière est morte, faut la changer, donc je vais te mettre une pompe à chaleur. Bah oui, sauf que si la chaudière, elle sortait de l'eau, elle envoyait de l'eau dans le circuit de chauffage à 55 ou 60 degrés, il faut que la pompe fasse pareil, la pompe à chaleur. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, c'est du sous-dimensionné. C'est du sous-dimensionné et on va avoir froid. Voilà, appeler un chat un chat. Ou alors, il faudrait changer complètement tous les radiateurs pour mettre des radiateurs de plus grande dimension qui vont pouvoir fonctionner. Mais avant d'aller sur ce problème de dimensionnement, de coller une pompe à chaleur sur un chauffage, enfin un système de distribution préexistant, oui, qui n'est pas forcément adapté, oui, j'aimerais juste faire le rapport que, en fait, quand on est dans une plage de température différence entre intérieur et extérieur qui est faible, donc en fait on va avoir deux bénéfices sans isolation, on va avoir deux bénéfices qui vont se cumuler, c'est-à-dire peu de pertes. Peu de pertes. Parce que peu de différentiel de température. Et un bon rendement. Et on va bénéficier d'un bon rendement. Donc là, quelque part, on gagne peu de température et on en perd peu. Donc si on a des hivers doux, où on ne descend jamais en dessous de 6 ou 7 degrés, ou si on est dans une région où on a la chance d'avoir vraiment quelque chose de très tempéré, ça peut être une bonne solution. Même sans isolation. Même sans isolation. Ah. En revanche, si on a des températures qui sont fréquemment basses, oui. Là c'est double couperet, quoi. C'est double couperet. Peine. Double peine. On a la double peine parce que déjà, va-t-il falloir que la machine soit en capacité de monter suffisamment haut pour qu'on n'ait pas froid dans la maison. Parce que consommer, c'est une chose. Mettre dans le confort, c'est encore une autre chose. Ouais. Hein. Et donc, effectivement, pour revenir, et tu as raison, c'est bien comme ça qu'il faut l'approcher. On disait tout à l'heure, plus on a un delta de température important entre la surface de la paroi, la surface intérieure de notre paroi extérieure et la surface extérieure, j'ai du 19 degrés, j'ai du 12 degrés dehors, pas de problème. On a un différentiel peu élevé, on a une fuite qui s'opère, on a un transfert qui s'opère, mais ce n'est pas volumineux, ce n'est pas monstrueux. Comme ce n'est pas monstrueux, parce que, soyons clairs, on chauffe pour compenser les pertes. Tout à fait. Donc peu de pertes, peu de besoin de chauffage. Peu de besoin de chauffage, la machine peut le faire, d'autant plus qu'on est à de l'air supérieur à 7 degrés. Maintenant, si effectivement on a du moins 5 dehors, que notre paroi, la surface extérieure de notre paroi extérieure est à 0 degré, voire moins, et qu'on veut du 19 dedans, on a à ce moment-là un transfert de chaleur qui est beaucoup plus important. Les gens ne savent pas que la proportion de chaleur qui fuit, enfin la quantité de chaleur qui fuit est proportionnelle au différentiel de température. Et bien ça, c'est une notion à bien prendre en compte parce que c'est la base, effectivement, du besoin de compensation. Parce que si j'ai 20 degrés d'écart entre les deux, j'ai beaucoup de fuite. Si j'ai beaucoup de fuite, je vais avoir ma température intérieure qui va complètement chuter. Et
pour la compenser, pour rester dans le confort, il faut que je chauffe beaucoup plus. Mais, misère de misère, si ma paroi extérieure est à 0 degré, c'est que probablement l'air, il est même à température négative. Et là, à ce moment-là, bah, ma pompe à chaleur, elle n'est pas dans son COP de 4. Ouais, elle va donner tout ce qu'elle peut, mais Éventuellement, elle va le faire. Hmm. Mais on va consommer énormément. voire, j'ai entendu dire que c'était du 1 pour 1. Oui, alors on va pas au 1 pour 1. Mais oui, on s'en approche. Hein. Oui, On ça s'en tend vers approche. le... Ça tend vers le 1 pour 1. Donc, Donc mais, c'est comme si on avait un radiateur électrique finalement, dans ces cas-là. Ça se rapproche oui, ou on dirait une chaudière électrique. ou Quoi. une chaudière électrique. Une chaudière électrique. Hein. Mm. Donc, qui peut être une excellente solution en substitution d'une chaudière fuel ou gaz. Hein. Ça fonctionne. Alors après, bah oui, on dira, oui, mais c'est de l'électrique, oui, mais c'est du nucléaire. Oui, ok, mais ça marche. Oui, mais à la limite... Mais ça c'est autre chose. C'est autre chose et c'est un autre sujet de réflexion. Totalement. Effectivement, si on a une maison hyper performante, pourquoi ne pas rester... Mais on va en parler une autre fois. Parce que On là, en parlera une autre fois. T'as raison. Donc, double peine. Et donc, effectivement, si dans ces cas-là où on a beaucoup de déperdition et un système de chauffage qui a du mal à monter en température, ou en tout cas en sollicitant beaucoup d'énergie, et ben là, c'est absolument nécessaire d'isoler. Il faut isoler avant. Et d'isoler beaucoup. Voilà. Alors, pour effectivement avoir ce delta de fuite, puisque l'isolant va corriger la propension que va avoir le mur à laisser la chaleur sortir. C'est son rôle. Alors, ce qui ne veut pas dire que la pompe à chaleur, dans ce climat-là, ne va jamais fonctionner. Parce que, effectivement, au cours d'une journée, la température, elle fait tout le temps ça. Mais ça Absolument. veut dire que globalement, il va y avoir et sachant un que, pour bénéfice être attendu clair, moindre. une isolation, on ne coupe jamais totalement toute la fuite. On n'arrive pas à la corriger. Et parce que certains disent, mais on n'a qu'à surisoler. Bah oui, mais sauf que si on surisole, déjà, il va falloir mettre beaucoup d'épaisseur, dehors, dedans. Bon, après, il y a toutes les techniques possibles et envisageables. Hein. Mais ça veut dire beaucoup de ressources, ça veut dire beaucoup de dépenses. Et est-ce que cette dépense que je vais faire va être compensable par les économies que ça va générer? Est-ce que les émissions de gaz à effet de serre et consommation d'énergie pour fabriquer, pour installer, vont permettre d'en économiser suffisamment pour que le temps de durée de vie et d'exploitation, j'ai amorti l'ensemble? Il y a vraiment beaucoup de questions à se poser et le curseur, oui, c'est pas simple hein, de mettre le curseur au bon endroit. Mais donc oui, on sait que dans les endroits, dans les régions où il y a des hivers un peu plus rigoureux, parce que on n'a plus les hivers très rigoureux qu'on a pu connaître autrefois. Mais donc, il y a quand même encore beaucoup de régions de France où il n'est pas rare l'hiver de tomber en dessous de 7 degrés pour la température de l'air. Oui. Hein. Et donc, 7 degrés pour la température de l'air, bah, c'est déjà, ça veut dire que déjà, on va avoir des pertes de chaleur au travers de la paroi qui ne vont pas être négligeables, loin s'en faut, si on n'est pas isolé. Hein. Donc oui, on en revient à... Il y a beaucoup de régions de France où une pompe à chaleur peut être rentable si on a une bonne isolation. Et je vois aussi maintenant qu'il y a une autre approche. On voit de plus en plus de gens qui, installant les pompes à chaleur, vendent aussi des systèmes photovoltaïques. C'est une autre approche. C'est de dire, bah, ok, ça va consommer de l'électricité, mais on la produit. Donc c'est pas grave. Oui, mais c'est toujours des systèmes qu'on empile. C'est toujours des dépenses qu'on fait. Parce qu'on a parlé des pompes à chaleur RO, éventuellement RR, les principes sont les mêmes. Mais on peut parler aussi de pompes à chaleur couplées avec de la géothermie, par exemple. Où là, on va effectivement aller toujours puiser au-dessus des 7 degrés fatidiques, donc avoir un COP qui va fonctionner quelles que soient les circonstances extérieures, puisque dans le sol, on le sait, à plus d'1,50 m ou 2 mètres de profond, on a en gros 11, 12, 13 degrés de température stabilisée, donc c'est parfait. Si on a un puits, si on a une mare, si on a une petite rivière qui passe, etc., bah, on va avoir de l'eau qui, à un moment donné, va être beaucoup plus à température régulière et stabilisée, donc dont on peut prévoir et calculer le COP, vraiment le rendement réel qu'on aura. Donc, mais ça veut dire qu'on a des machines plus complexes, plus chères,
et notamment si on fait de la géothermie, qu'il faut avoir de la surface, qu'il faut en faire l'installation, etc. Et donc là, à nouveau, est-ce que écologiquement, je n'aurais pas consommé plus de ressources que je ne vais en économiser, parce que quand ma pelleteuse vient et qu'on creuse, parce que si la géothermie qu'on installe à 2 mètres de profond, on la fait à la pelle et à la pioche, je ne suis pas sûr qu'on va faire une grande surface de géothermie, hein, parce qu'il faut les brasser et les mettre cubes. Hein. Donc, et la pelleteuse, elle les brasse très vite pour nous. Mais parce qu'on y met du pétrole, du fioul, hein. Sinon ça ne marche pas. Hein. Et donc, à un moment donné, il faut prendre toutes ces choses-là en considération et se dire que, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire un procès d'intention qu'on pourrait nous prêter, de dire que la pompe à chaleur, c'est nul. Non, on n'a jamais dit ça. Et on ne le dit pas. Non. Là, mais on dit, attention, ce n'est pas forcément aussi simple que ce qu'on dit. Et soyez prudents. Posez-vous les bonnes questions de la température la plus simple. C'est celle-là. C'est vraiment à quelle température j'ai de l'eau qui circule. Avant qu'on change la chaudière, on regarde le thermostat de l'eau, et on sait à quelle température on est. Oui. Si on est au-delà de 35, déjà, on ne sera pas dans le COP qui nous est vendu. Hein. Donc voilà. Le plus simple, déjà, si on fait un remplacement de chaudière, c'est de regarder la température du circuit d'eau, parce qu'on a une température de départ, en général, des fois on a aussi la température du retour, mais on a au moins la température de départ. Et la température de départ, c'est celle qui va être à la sortie de ma pompe, de ma PAC. Et donc si déjà, avant que je change ma chaudière, ça me dit que c'est de l'eau à 50 degrés, il faudra que ma chaudière, ma PAC sorte du 50 degrés. Donc de toute façon, qu'il fasse froid ou pas froid, je sais que déjà je ne suis pas dans mon COP de 4. Déjà. Donc ça, c'est vraiment des bases à connaître. Hein. Ouais, et puis si c'est un climat très doux, avec peu de différentiel de température, on ne descend jamais en dessous de 10, est-ce que même l'isolation est absolument nécessaire? Voir par rapport aux déperditions. Bon, après, il y a la notion de confort. Il y a la notion de confort. Voilà, donc, parce qu'il ne faut pas prendre la thermie. En tout cas, moi, en tant qu'habitologue, je ne veux pas rester dans ma réflexion uniquement. La thermie, c'est je dois me donner les moyens d'être à telle température parce que c'est la température de confort. Parce que, alors, une première aberration, ça n'existe pas. C'est des conditions générales d'exploitation et l'atmosphère que l'on crée, l'ambiance que l'on crée, les échanges que l'on a avec les parois, etc. Enfin, on ne va pas développer tout ça là parce qu'il nous faudrait des heures au carré. Hein. Mais ce sont des notions à prendre en compte. Alors, sachant qu'également, on a d'autres notions importantes qui sont aussi à prendre en compte, c'est que si on est dans des régions où on a des risques de beaucoup d'humidité dans l'air extérieur, entre autres, on peut avoir des risques de condensation, on peut avoir des risques de gel, et donc on a ce qu'on appelle une aiguille de chauffage. La pompe à chaleur a besoin, dans certaines conditions, d'avoir un chauffage direct qui vienne, s'il y a un glaçon, le faire fondre, quoi. Alors, je grossis le trait, mais bon, on fait simple. Hein. Et j'ai eu l'autre jour un rapport d'un utilisateur qui m'a dit on a constaté chez moi que j'avais une pompe de 3 kW de puissance, donc qui allait bien, et j'ai un abonnement de 6 kW, sauf qu'à un moment donné, tout a disjoncté. On n'a pas compris. Parce que voilà, tout fonctionnait bien et ça s'est produit après que j'ai installé la pompe à chaleur. Donc c'est probablement la pompe à chaleur, mais non, elle est dans la puissance que mon abonnement permet. Hein. Sauf qu'il y a une aiguille qui, elle, était à 9 kW. Et donc, forcément, ça ne suivait plus. Donc, ça a sauté. Alors, l'installation n'est pas morte. Mais si on est reparti en vacances et que ça se met en sécurité et qu'on a un congèle, on revient, c'est de l'eau au pied du congèle. Hein, et dans le congèle, c'est mort. Quoi. Donc, bon, ça fait partie de toutes ces choses qu'il faut savoir. Quoi. Ouais. Donc, en résumé, effectivement, si on veut bien utiliser, enfin, si on ne veut pas avoir de grosses surprises en cas de température basse avec sa pompe à chaleur, il faut bien isoler, sinon
ben, c'est double peine. Voilà. Donc beaucoup de pertes dues à pas d'isolation et un COP qui passe dans les zones rouges, voire qui se rapproche de 1. Voilà. Alors, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, parce que je vois des commentaires qui vont nous arriver. Ah, il hein. va en avoir. Il va y en avoir. Hein, qui va dire, mais alors vous êtes pour la surisolation? Non. C'est la bonne quantité d'isolation au bon endroit en fonction des contraintes et des attentes que l'on a. Hein. Mais surisoler n'est pas forcément une nécessité. Comme tu le disais, il y a des régions où peut-être qu'une isolation extrêmement simple, légère, est suffisante. Parce ça que dépend on a... aussi de la nature de l'état, de la nature des murs. Voilà. Et beaucoup de peut-être même paramètres. qu'une isolation, une correction thermique suffirait, hein, etc. Donc, ce sont d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où si la maison, c'est une passoire thermique, puisque c'est un mot beaucoup utilisé, utilisons-le. Si c'est une passoire thermique et qu'on y installe une pompe à chaleur air-eau basique, Sur une chaudière au fioul, donc haute température. voilà, en relevage d'une chaudière qui tournait avec de l'eau à 50, 55, 60 degrés. Même s'il y a beaucoup de subventions qui sont fournies. Ça, l'argent qu'on nous donne n'a vraiment strictement, n'engage en rien et ne permet en rien de préjuger des résultats qu'on va avoir. Ouais. Surtout que si la pompe à chaleur n'a pas du tout les rendements, la subvention sera au bout d'un an et demi, largement mangée. Oh là là, oui, oui. Donc, ok, pour les pompes à chaleur, c'est pas mal, c'est pas bien, bon ça endroit, dépend, au bon endroit, toujours dans les bonnes circonstances, bien installé, la bonne machine, l'état du bâti qui correspond. Ouais. S'assurer qu'il y a un suivi sur les pièces. Oui, et il faut savoir que actuellement, 94% des machines qui sont installées utilisent des fluides frigorigènes qui ont un potentiel de réchauffement global supérieur à 150. Et que horizon 2030, 2032, on n'aura plus le droit d'installer, en tout cas, de machines avec ce genre de gaz. Ouais, donc sachant tout ça, pourquoi en installer tout de suite? Voilà. Voilà. Même si on pourrait continuer à utiliser ces gaz-là. Et de mémoire, le plus utilisé, qui doit être le R32, je crois, de mémoire, hein, son nom, aurait, et je le dis aussi de mémoire, un potentiel de réchauffement global de l'ordre de 650. Pour une limite maximale de 150 plus tard. Alors qu'aujourd'hui, on a des fluides qui ont un PRG de 6, 7. Donc on les a. Sauf que les machines ne sont pas au même prix. Et que si un jour on n'a plus le droit d'avoir du R42 ou R32, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, on ne pourra pas y substituer un autre. Parce que chaque machine a une plage d'utilisation, de compression, etc., qui lui est propre. Et elle est développée en fonction du fluide qu'on va utiliser. On ne peut pas mettre de l'essence dans un véhicule à moteur diesel et vice-versa. Eh bien, c'est pareil. Hein? Donc, en conclusion, la pompe à chaleur n'est pas une solution miracle adaptable à toutes les situations et sans un certain nombre de précautions. Pas du tout. Voilà, donc c'est peut-être le message qu'on peut... Voilà, c'est le message qu'on doit donner. Mais ce n'est pas des mauvaises machines, loin de là. Non. Mais toujours... Voilà. Alors, un des messages aussi, le fameux R32 dont je vous parle, là, qui a un PRG de 650 environ, hein, nous est souvent présenté comme étant un très très net progrès et que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vertueux eu égard à ce qu'on utilisait auparavant et qu'on n'utilise plus, qui était un potentiel de réchauffement global 4 ou 5 fois supérieur. Donc on nous dit, voilà, avec celui-ci, on a divisé par 4 à 5 le potentiel de réchauffement global. Donc regardez la belle machine qu'on vous propose. Sauf que dans, moins de 10 ans,
bah, ce type de machine sera interdite à la vente. Ça, c'est le minimum qu'on sait. Donc, bon. Ok. Mais là, on est en train d'entrer dans la polémique dans Ouais, nos 5 dernières minutes. Là. On Euh, va peut-être pas y aller là. Ouais. Bon, donc dans tous les cas, avant de savoir si quel type de chauffage, quel type d'isolant, pas isolant, quels sont les travaux priorisés, bien comprendre son habitat, encore une fois, consulter un habitologue. Voilà, l'habitologue, c'est effectivement quelqu'un qui ne vend pas des chaudières, pas des pompes à chaleur, pas de la géothermie, il vend rien. Non. Il vend rien, il vient simplement avec vous, vous aider à comprendre comment ça fonctionne chez vous. Et une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne chez vous, ben, quel que soit le vendeur qui viendra vous voir, il faudra qu'il soit costaud pour vous vendre un truc que vous ne voulez pas lui acheter. Donc, Vous savez pourquoi vous voulez pas. voilà, et important, on dit un homme averti en vaut deux. Oui. Hein. Et bien financièrement, il en vaut 10. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est aussi un message qu'on veut vous faire passer. Ouais. Voilà. Et parce que le message aussi que je répète toujours, c'est on fait vraiment des économies quand on a bien défini ses besoins. Oui, tant qu'on n'a pas déterminé le besoin, Mm. on fait des dépenses dont on n'est pas sûr qu'elles soient efficaces. Tout à fait. Donc moi je suis pour jouer, mais quand je suis sûr de gagner. C'est ça. Merci Claude, à bientôt. Merci Geoffrey, à bientôt.